Début des quarts de finale de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Super Eagles du Nigeria s'envolent pour la demi-finale au détriment des Antilopes Noires de l'Angola 1-0. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Au stade olympique Alassane Ouattara à Débimpe, les Léopards du Congo ont croqué de l'éléphant en sortant le Sili national de Guinée 3-1. On a donc les deux premiers demi-finalistes de cette 34e édition de la CAN qui a lieu ici en terre ivoirienne. Le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI2. Bienvenue à Soir de CAN, votre magazine de débrief des jours de match. Gianni Tarek, bonsoir. Bonsoir. C'est le retour après, on va dire, 2 petits jours de repos. Oui, on s'est bien reposé. Ça va, on est au taquet? Le retour en force, oui. D'accord. Magloire Diop, bonsoir. Bonsoir, Roméo. Le Nigeria en demi. Le Nigeria en demi, ça commence à être comme une évidence. 16e demi-finale, c'est énorme en 19 participations. C'est énorme pour cette nation. Et on attend d'elle qu'elle fasse mieux que ce qu'elle nous a montré cet après-midi. D'accord. Quatrigo, bonsoir. Bonsoir, Roméo. La RDC, votre chouchou depuis le début de cette CAN, est en demi-finale. Bon, je pense qu'ils sont à l'image du Nigeria. Ils n'étaient pas comptés parmi les favoris. Au fur et à mesure, ils sont en train de monter en puissance et toujours avec cette solidité défensive et puis cette attaque qui est en train de vraiment nous faire plaisir. Une attaque donc retrouvée. Le temps pour moi de vous dire que demain sur les antennes de RTI2, à partir de 15h45, vous aurez un documentaire exclusif réalisé par le service des sports de la RTI, dirigé par M. Seydou Koulibaly, qui va retracer la construction des infrastructures sportives qui permettent le déroulement de cette 34e édition de la CAN. Dans quelques instants, avec la bénédiction de la technique, nous allons être en direct du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour la conférence de presse. Mais avant, Gianni Tarek, on me fait signe que nous avons donc la liaison avec le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Pour la question sur le foot. Non, en fait, on savait qu'on avait des chances d'avoir de la possession parce que ça défend en 4-4-2, ça ferme l'intérieur. On s'attendait pas forcément que Nabil Keïta joue et il nous a posé énormément de problèmes sur les 20 premières minutes et on avait prévu que ça joue à 2 attaquants en tout cas, que ça soit Bayo et puis Camara qui est quand même assez haut en 9,5, donc on avait fait le choix de mettre Baka pour être bon dans les 1 contre 1. On voulait absolument rester dans des 1 contre 1 dans l'axe pour avoir un 3 contre 2 à l'intérieur au niveau du milieu de terrain. Donc on l'a mal fait en première mi-temps parce que le 18 nous a aspiré quand même assez bas Moutoussamy, et avec Keïta qui décrochait pas mal, il y avait beaucoup d'espace à couvrir pour nos milieux de terrain. Donc on a inversé le triangle avec Moutoussamy et Piquel et Bongonda, et là ça a été mieux. On est allé le chercher un petit peu plus loin, Nabil Keïta. Il nous a fait du mal. Et puis voilà. Puis après, je pense que la possession et la non-possession est liée aussi au scénario du match. La Guinée marque, donc forcément tu recules un peu, tu protèges un peu plus ton but, et puis après, au moment où on sait que sur le banc de toute manière on a de la qualité, on sait qu'on peut répondre à pas mal de situations. Là ça a été de la fraîcheur sur le côté gauche et Silas qui a fait son action pour débloquer un petit peu le match. Et puis même, on a utilisé un Joris qui n'avait pas joué non plus pour fermer le jeu le côté gauche avec Moutoussamy un peu plus haut. Donc ça me donne beaucoup d'éléments parce que tout le monde est prêt à jouer à l'image de la bonne rentrée de Simon. Et voilà, donc moi ça me donne beaucoup d'options et c'est ça qui est intéressant pour un coach. On n'est pas sur flux tendu sur le banc, on a vraiment des stratégies globales. Après les scénarios on les connaît pas, mais ça a été un match qui s'est débloqué vraiment à pas grand-chose quand même. Il faut reconnaître le très bon travail de la Guinée et le bon match tactique de la Guinée également. Félicitations coach, c'est Joël pour les comptes des 54 foot équipe là pensionné. Coach 3-0, qualification avec manière en demi-finale. C'était quoi l'élément déclencheur après avoir encaissé? Non, c'est toujours la même chose. On avait fait la même chose contre le Maroc, on avait encaissé et on n'a pas été fébrile du tout en termes de communication, en termes vous jouez, et puis on a pris un but tôt
tôt, donc il reste du temps. Vous avez des solutions sur le côté. On n'a pas eu besoin de passer à deux vrais attaquants, en tout cas, parce qu'on est revenu dans la rencontre. Voilà, on a pas mal d'options. La clé, c'est surtout l'organisation de jeu et le fait que nous, je pense, alors on a des marges de progression, bien sûr, mais il y a des secteurs dans lesquels on est en possession, on peut être intéressant quand on est connecté ensemble. En attaque rapide, quand on est un peu dominé, on peut faire mal aussi avec notre vitesse. Et ce soir, ce que je retiens, et pour un entraîneur, vous n'allez pas le retenir, ça fait énormément plaisir, c'est qu'on travaille beaucoup les coups de pied arrêtés. On a un très bon tireur, on a de l'engagement et on n'était pas efficace. Pas assez efficace à mon goût par rapport à ça. Et là c'est ce qui a fait la différence, que finalement le match s'est joué sur coup de pied arrêté, on va dire. Question là, ensuite ici. Le sélectionneur de cette équipe de la RDC, Sébastien Desabre, un habitué du continent africain, près de 30 ans de présence sur le sol africain et aujourd'hui, sa connaissance du football est en train de payer avec la RDC. Oui, hier j'étais avec lui à l'hôtel en revenant de l'entraînement. J'ai vu le joueur danser, chanter. Ça se voit qu'il y avait, que la confiance est installée dans le groupe. Il a résumé tout. Il a dit on a bien travaillé les balles arrêtées. En tout cas, les 4 buts aujourd'hui, c'était sur des balles arrêtées. Donc, ça se voit que les Congolais, ils ont bien préparé leur match. Ils ont mérité cette victoire. Espérons qu'on les trouve peut-être au final. Parce que leur rêve, ils ont grandi maintenant. Le rêve, c'est d'accéder donc à cette finale. Mais la RDC Quatrigo, qui n'a aucunement douté après l'ouverture du score de la Guinée. Bon, la Guinée avait l'avantage de connaître déjà le stade Ebimpe. Donc, ils savaient déjà qu'avec cette pelouse-là, ils déjà maîtrisaient le match. Et puis, de deux, c'est que la Guinée a marqué dans son temps fort. Parce que, c'est vrai, le Congo est mal rentré dans le match. Et la Guinée avait son jeu de position. L'entraîneur même l'a confirmé que Nabi Keïta les gênait. Et le temps de pouvoir comprendre tout ça. Mais ce qu'on n'a pas compris au niveau de la Guinée, c'est que quand tu mènes à ce niveau, surtout en quart de finale, il n'y a plus de cadeaux. Et c'est ce que la Guinée n'a pas compris. Sur cette balle arrêtée, le capitaine remet la RDC dans le match à 1-1. Le bonus mental tout de suite est parti du côté de la RDC. Avec leur bonne organisation, comme l'entraîneur l'a cité, ils sont allés chercher tout de suite, ils ont bien analysé le match, ils sont allés chercher dans l'entrejeu surtout les milieux de terrain guinéens. Et on sait que les milieux de terrain guinéens n'aiment pas être au duel. Et c'est là qu'ils ont mal fait. Il a tenté de corriger en faisant tout de suite sortir l'un de ses milieux. Mais à la mi-temps, je pense qu'il a plutôt livré son équipe parce qu'après, il est passé à 2 attaquants. On a vu que les ailiers, plus les 2 attaquants, ça faisait déjà 4 personnes qui ne défendaient pas assez. Parce qu'il y a Guibou et Nabi Keïta qui ne défendent pas assez contre ce contingent congolais véritablement. Et ça donnait vraiment l'avantage au Congo. Et dès que l'avantage est venu, après, on a suivi le but, c'est la geste du gardien sur ce coup franc-là. Le 3e but est arrivé, ils n'ont pu maîtriser, ils ont fait rentrer Guirassy, c'est vrai. C'est où Guirassy, quand il rentre, qui lui donne le ballon. Un milieu de terrain qui est déjà étouffé, on n'a personne pour lui donner des ballons. Parce que ce n'est pas un attaquant qui peut dribbler 1, 2, faire des actions. Il a besoin des passeurs. Mais les passeurs étaient déjà éteints. Agibou, fatigué. Keïta, Nabi Keïta, inexistant. Parce qu'il manquait de compétition. Les autres qui sont rentrés aussi ont été bloqués. Donc le Congo a fini tranquillement le match. Je pense qu'ils ont su analyser la Guinée. Au fur et à mesure qu'ils sont rentrés dans leur match, ils ont su répondre, surtout s'adapter aux questions posées par l'équipe de Guinée. Et puis, véritablement, ils ont eu les buts à temps parce que ce but du capitaine Bemba, qui les remet en selle, vraiment est déclencheur de tout ça. Une bouffée d'oxygène pour cette équipe de la RDC. Ce coup franc que Massakou nous marque un coup franc venu d'ailleurs. Véritablement, je pense que ça coupe quand même l'herbe sous le pied. Une équipe de la RDC, Magloire Diop, qui nous montre à quel point le coup de pied arrêté soit important dans le football moderne. Oui, surtout quand dans le jeu, on n'arrive pas à trouver de solution, il faut les exploiter. Ils ont compris cela. C'est une équipe qui, dans l'ensemble, n'a pas vraiment produit du jeu dans cette CAN, mais elle a quand même fait preuve d'un gros mental. Et je pense que c'est au mental, ce soir, qu'elle bat la Guinée. C'est au mental, parce que quand vous regardez
le déroulement de la rencontre, elle arrache l'égalisation. Pratiquement, elle arrache l'égalisation grâce à Chancel Bemba. Et puis, je pense que ce soir, c'est la Guinée qui donne le bâton au Congo pour la battre, hein, parce que je pense que le tournant, ça a été cette occasion incroyablement ratée par Fasciné Conté, Oui. qui, à ce niveau, ça ne pardonne pas. C'est cru trop beau peut-être avec le ballon. Ben non, mais c'est un petit joueur, c'est tout. Parce qu'un joueur, un bon buteur, sait tout de suite ce qu'il a à faire. Soit il lobe, soit il tire au ras du sol. Tout de suite. Ou bien il cherche à dribbler le gardien, mais il ne cherche pas à faire les trois à la fois. Voilà. Et là, c'est sur l'action, Qui suit. sur la même action, là, dès que les Congolais récupèrent le ballon, qui va obtenir le pénalty. Voilà. Voilà comment on perd un match. Et après ça, c'est fini. La Guinée est KO. Parce que c'est elle qui était devant. Elle faisait la course devant. Et là, le Congo est passé devant. Et là, c'était terminé. Et puis, est arrivé ce troisième but-là. Et là encore, le gardien Ibrahim Koné n'est pas exempt de tout reproche. Hein. Voilà. Donc, je vais dire c'est au mental. Le Syrie national a pensé, après avoir ouvert la marque, que la partie allait être un peu plus facile. Et que c'est eux qui allaient pouvoir bénéficier des contres et puis marquer ce deuxième but-là, fait la différence. Ce deuxième but n'est jamais arrivé parce que les Congolais, on a écouté le coach des Sables, et tactiquement, ils sont très bien organisés et ils ne se sont pas laissés déborder. Le coach a dit, on sait qu'on est mené, Oui. quand c'est comme ça, il faut faire attention derrière. Et Rares sont les coachs qui parlent comme ça. Et ils sont revenus donc bien dans cette rencontre et ils ont réussi à battre le Syrie national de la Guinée. Justement, nous avons le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, en direct du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Là, aujourd'hui, on ne l'a pas eu, donc c'est pas pour chercher des excuses vraiment, hein, mais je crois que ce virus il nous a fait beaucoup plus de mal que prévu. Prochaine question. Bonsoir coach. Bonsoir. Herman Rodrigue Amengan, Télévision nationale du Bénin. Moi j'ai envie de vous dire félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre avec l'équipe de la Guinée. On voit les axes de progression qui sont palpables. Cependant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre gardien? Les premières minutes, il se prend la tête avec ses coéquipiers pour un rien du tout. Et il se prend un coup franc aussi, premier poteau, ce pull, il prend jamais. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Disons que sur l'ensemble de ce match, on a vu beaucoup de choses qui étaient un petit peu inhabituelles de notre part, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est concentré sur un seul match et c'est un match à élimination directe, donc on n'a pas l'occasion de rectifier. Tu perds, tu rentres à la maison après. Je pense que ce qui s'est passé en début du match, c'était un peu de la nervosité. Je veux dire, on n'a pas encore l'habitude de jouer des matchs d'une telle intensité et surtout à ce niveau, donc je pense que tout le monde a besoin d'apprendre. Mais on l'a vu, vous avez vu qu'ils se sont embrouillés et 2 minutes après, ils se sont checkés. Donc c'était juste peut-être un peu de nervosité sur les premières minutes du match parce qu'il faut vraiment rentrer dans ce match et peut-être que ça nous a réveillés aussi. Au centre. Bonsoir coach. Bonsoir. Voilà Kaba Diawara, donc en direct du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Ils ont craqué, littéralement. La Guinée n'a pas su répondre mentalement à cette opposition. Parce qu'au niveau de la qualité athlétique, de la qualité footballistique, ils ont des joueurs quand même de bonnes manières de ballon. Mais comme le sélectionneur Kaba Diawara le dit, à tête reposée, mentalement, ces joueurs ont flanché. Oui, c'est vrai qu'ils ont réussi leur pari d'arriver à ce stade-là. Ils avaient le rêve de franchir les demi-finales. Chose qu'ils attendaient depuis 1967, 76, oui, quand ils ont remporté la CAN. C'était difficile aujourd'hui. Le coach a parlé, il a déjà dit qu'à l'entame de match, il y avait des frustrations. On a vu entre le gardien et le défenseur central. Sur le plan mental, le Congo était plus fort mentalement. C'est ça qui a fait la différence. Et quand tu reçois 3 buts sur balle arrêtée, c'est de la manque de la concentration. Les joueurs, ça se voit qu'ils étaient frustrés. Dommage pour cette équipe. Ils doivent continuer à travailler. Peut-être dans les prochains CAN, ils feront mieux. Finaliste de la CAN en 1976, la Guinée qui n'arrive pas à hisser son niveau de jeu. Il y a quand même une marge de progression pour cette nation qui a quand même des joueurs assez jeunes. Oui. Exit la génération de Naby Keïta. Oui, c'est une nouvelle génération. Ils s'appuient sur des joueurs que la majorité jouent en France. Ça se voit qu'ils n'ont pas encore une identité. C'est-à-dire, tu ne sens pas qu'ils ont une identité de jeu ou bien un projet de jeu clair.
Mais ça se voit qu'ils ont des individualités et dans le futur, ils peuvent faire mieux, Inch'Allah. Coach Rigo, mettre sur l'aire de jeu Agibou Kamara et Naby Keïta a été une erreur de la part de Kaba Diawara. Oui, je pense qu'il avait bien tranché en début de compétition. Agibou était le patron de l'équipe parce qu'il évoluait derrière Bayo. D'ailleurs, il a assez tranché le conflit. Parce que quand tu vois Guirassy et Bayo en attaque, il a fait un choix. Il veut jouer avec un attaquant de fixation. Son truc, ce n'est pas de jouer forcément en 4-4-2. Même quand il joue en 4-4-2, c'est Agibou qui est en soutien. Mais il n'a pas le même profil que Bayo. Là, il a le premier conflit. Il a décidé de mettre Bayo au détriment de Guirassy. Deuxièmement, dans le milieu de terrain, ils n'ont même patron qui s'appelle Agibou. Après, Naby Keïta revient de compétition. Il veut mettre un autre patron qui est Naby Keïta. Il y a un deuxième conflit. Donc, c'est des petits détails. On ne dit pas que les conflits sont ouverts, ça mène au point. Mais dans le jeu, nous, on le ressent. Parce qu'après la perte du ballon, on sent qu'il y a carrément 3 à 4 personnes qui ne font pas le travail de récupération. Alors qu'à ce niveau, les transitions sont très importantes. C'est-à-dire, dès qu'on perd le ballon, tout de suite, il faut une certaine réaction. Et c'est là que le Congo a fait véritablement la différence. La Guinée, Kaba Diawara avait tranché ça au départ en faisant confiance à Agibou, en mettant 2 gars du corps à Agibou dans le milieu, qui récupéraient et Agibou inspirait le jeu. En attaque, Bayo était en fixation. On connaît le style de Bayo, il sait bien garder le ballon pour que les autres viennent, pour que les ailiers aussi puissent travailler, pour faire 5 au milieu en cas de perte de balle. Donc le milieu de terrain guinéen était très dense. Même devant le Cameroun, la Guinée a résisté. Alors que d'habitude, quand la Guinée on pousse, voilà, la Guinée craque. Et aujourd'hui, il n'a pas su habiter ces petits conflits-là. Il a fait quoi? De la constellation. Il a mis tous ces joueurs-là sur le terrain. Mais est-ce que ça peut faire une équipe? C'est là qu'il a fait une grosse erreur. Alors que de l'autre côté, les remplacements étaient véritablement judicieux. Voilà. Quand Silas est rentré, c'était pour remplacer l'hôtelier sur le terrain, mais Jacques sur le côté. Il y a de la concordance. Voilà. Quand Banza est rentré, c'était pour remplacer Bakambu. Donc lui, il était cohérent. Il est resté dans le fil conducteur de ce qu'il a mis en place et ça a été véritablement cohérent. Ça fait la différence. Ça a fait la différence et en ouverture donc, de ces quarts de finale au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau, il y a eu l'opposition entre Nigeria et Angola et à cette rencontre-là, le Nigeria a été beaucoup plus fort. Un seul petit but aura suffi au bonheur des Super Eagles. Oui, je pense que dans l'ensemble, le Nigeria a maîtrisé cette partie. Hein. Ils ont mis en place, bon, on le connaît, je l'ai dit, le sélectionneur José Peseiro a fait comprendre à ses joueurs que s'ils voulaient remporter cette coupe, il fallait qu'ils soient bons en défense. Et donc, ça demandait beaucoup de sacrifices de la part des uns et des autres. Et le vestiaire a accepté. Depuis lors, ils ont mis cette stratégie-là en place face à la Côte d'Ivoire. Ça a payé et ils ne renoncent plus à ça. Parce qu'ils voient que quand ils défendent bien, aujourd'hui c'est la meilleure défense. Le Nigeria dans ce tournoi avait un seul but encaissé. Donc ils voient que quand ils défendent bien, ils exploitent mieux les espaces. Parce qu'ils savent que devant, ils ont vraiment des ressources humaines devant. Ils ont le personnel qu'il faut, des joueurs qui sont très rapides, qui vont vite, avec les espaces qu'ils ont devant. Donc c'est ce qu'ils ont mis en pratique. C'est leur plan de jeu. Et un des points importants de ce plan-là, que le prochain adversaire du Nigeria doit s'atteler à résoudre, les Nigérians cherchent à marquer toujours les premiers. Et là, ils sont dans leur confort. Mais je ne suis pas sûr que s'ils prennent le premier but, ils continueraient à jouer comme ça. Là, ils sont obligés de revoir. Mais jusqu'à présent, depuis qu'ils font ce schéma, depuis le match contre la Côte d'Ivoire, ça marche. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une stratégie qui marche. Donc, ça marche. À chaque fois, c'est eux qui ouvrent la marque. Et puis après, l'adversaire est déboussolé. Donc, ça a été le cas aujourd'hui. Ils ont réussi aussi à éteindre cette attaque angolaise-là. Parce que, bon, la densité, le resserrement des lignes, avec la nouvelle stratégie, là, le nouveau schéma de jeu des Nigériens, le resserrement des lignes, fait que
Il n'y a pas assez d'espace pour s'exprimer. Les Angolais ont eu, je crois, une occasion en début de match. Oui. Voilà, par Mabouloulou. Occasion de Mabouloulou. Voilà, et puis je crois qu'ils ont touché du bois en seconde période. Voilà, c'est tout. Je pense que là, on voit l'action où ils touchent du bois. À part ça, c'est fini. Ils n'ont plus rien eu. Tout le reste, c'est Nigeria, 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 Nigeria. Le score aurait même pu être plus lourd. Mais dans ce match, une fois de plus, on a vu un Victor Osimhen se sacrifier pour le collectif. Parce que c'est... On voit mais c'est lui l'ancrage de ce système-là. Si lui n'accepte pas de faire ce sacrifice-là, ce Nigérien-là ne peut pas avoir ces résultats. Il se sacrifie pour les autres. Et le sacrifice qu'il fait met les autres en lumière. Et sur ce tournoi, on voit qu'on découvre les talents de buteur d'Ademola Lookman. Et on voit que Victor, comment on appelle, Moses Simon est beaucoup plus saignant. Et là encore même, Samuel Chukwueze n'a même pas encore eu de place pour s'exprimer. Donc, mais c'est parce que comment on appelle, Victor Osimhen, lui seul, il fait le boulot devant. Il fait le sale boulot et devant. Voilà, et puis bon, les autres, et il a compris. Et ça c'est ce que je salue en lui. On sent un joueur qui cherche le trophée. Il ne cherche pas à marquer 20 buts pour être meilleur buteur de cette CAN. C'est vrai, quand il a marqué son but qui a été refusé pour hors-jeu, il était très heureux parce que quand même, un attaquant, ça cherche à marquer des buts. Mais ce n'est pas grave. S'il faut que le Nigeria gagne le trophée de cette façon, je suis sûr qu'il est preneur. Donc voici un peu ce Nigeria-là qui m'a semblé aujourd'hui en maîtrise et qui n'a même pas forcé son talent. Donc vraiment, c'est une équipe à surveiller. Et le prochain adversaire du Nigeria doit s'atteler soit à être solide en défense, ne pas encaisser, ou bien à marquer le premier but, et puis on verrait la capacité de réaction de cette équipe nigériane. Capacité de réaction avec surtout des ailiers qui acceptent de venir faire le travail défensif. On a vu Moses Simon et Lookman, qui est quand même le facteur X de cette équipe du Nigeria. 3 buts pour l'attaquant de l'Atlanta Bergame. Oui, Lookman à cette allure, il peut être le meilleur joueur de la CAN, s'il continue comme ça, parce que c'est un joueur qui, tout à l'heure, Magloire, il a dit, c'est Osimhen qui sacrifie pour le collectif. Ça se voit qu'il est venu pour sacrifier même son ballon d'or, son talent, parce qu'aujourd'hui, il travaille pour les autres. C'est pour ça, Lookman, il trouve, même dans le but, on va voir le but après, on va voir ensemble le travail de Osimhen. C'est lui qui a fait un appel en profondeur. Il a pris le défenseur. Et lui, Lookman, il vient en pleine vitesse de derrière. Il se trouve seul, sans marquage. Il met là, justement, on voit le but. On voit le but. Allez-y, allez-y. Oui. On voit le but. On voit l'appel de Osimhen, comment il a pris le défenseur avec lui. C'est un jeu collectif. Voilà, juste dans le dos, c'est Osimhen qui capitalise l'attention de Boitou et Gaspard. Et puis derrière, il y a Lookman qui vient terminer le travail. Oui, c'est ça le travail qu'il a fait. C'est ça qu'un joueur, ballon d'or, même s'il ne marque pas, il fait un travail pour les autres. Et tout le monde le voit. C'est-à-dire aujourd'hui, Osimhen, il fait un grand travail. C'est l'homme fort de la Nigeria. Je crois, aujourd'hui, avec l'attaque, la défense, l'assise défensive de... Aujourd'hui, on a assisté à un match contre la meilleure attaque, 9 buts, contre la meilleure défense. Et j'ai dit, ça fait 2 semaines, que le vainqueur de cette CAN, il ne sera pas la meilleure attaque, ça sera l'équipe qui a une meilleure défense. Oui, et surtout Peseiro qui est allé à l'école de Carlos Queiroz, lui qui a été l'adjoint de Carlos Queiroz en 2004 lorsqu'il était du côté du Real, a réussi véritablement à asseoir une solide base défensive au niveau des Super Eagles. Nous avons la chance avec nos reporters au stade Félix Houphouët-Boigny d'avoir les réactions de l'homme du match, bien sûr Moses Simon, l'attaquant du FC Nantes, et la réaction également de Pedro Gonçalves, le technicien portugais à la tête des Palancas Negras. Ce soir, malheureusement, le Nigeria a marqué sur une erreur de jeu. Nous leur avons ouvert des espaces qu'on avait du mal à refermer et ils ont profité. Le Nigeria a dominé le match. Nous avons créé des occasions, de grandes occasions non concrétisées. Je félicite les Super Eagles pour leur victoire. Je félicite aussi mon équipe et tout mon staff. Merci à nos supporters pour leur soutien considérable. Nous allons nous en remettre et de mettre un autre jour. C'est un match important, donc on est super content. Oui, on essaie parce que c'est pas facile, donc c'est pour ça on est au costaud derrière.
Donc, quand il faut de rien, donc ça va. Pour nous, on va t'inquiète, doucement, tranquille. Donc, on va voir. Pour moi, non, ça va. On va travailler, c'est tout, oui. C'est pas important. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Merci donc à nos reporters Moïse Yao et Grace Ligbe qui étaient du côté du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Rigo Gervais, le Nigeria, une citadelle imprenable. On a Stanley dans les buts, mais surtout Ekong et Ajayi devant. Non, il n'y a pas une citadelle imprenable. Je pense que les Angolais n'ont pas maximisé les passes en profondeur. Vous avez vu sur l'action de l'Angola où ils ont le poteau là. La seule passe en profondeur, tout de suite, ils ont pu avoir une occasion parce que la grosse erreur de l'Angola, c'était de rechercher Maboulou. Maboulou, c'est quelqu'un qui joue dos au but, vous voyez. Dès qu'il a demandé en profondeur, tout de suite, ça a grillé les 5 et on a eu une occasion. Pourquoi ils n'ont pas maximisé ces genres de ballons? Pourquoi ils n'ont pas maximisé ces genres de ballons? Ils ont passé le temps à vouloir trouver Maboulou dans les pieds, alors que cette opportunité-là devait déjà leur donner l'intelligence d'ouvrir, c'est vrai. Et ces genres d'opportunités, on ne crache pas sur ces genres d'opportunités. On est en quart de finale. Tu as ce ballon-là pour ton pays et tu t'en vas choisir le poteau. Donc, le Nigeria a eu combien d'occasions pour marquer les buts? Ils ont eu une occasion, une opportunité, tout de suite ils l'ont concrétisé. Et là, cette opportunité, c'est plus qu'un pénalty. Donc les Angolais doivent s'en prendre à eux-mêmes. Voilà, c'est pas parce que cette équipe-là, elle est lourde dans l'axe. Donc on ne maximise pas les ballons dans les pieds de ses attaquants, on maximise plutôt dans les espaces. Et c'est ce genre de passes-là en profondeur que l'Angola n'a pas maximisé. S'ils avaient maximisé ce genre de passes, le ballon passait. Et aujourd'hui, c'est une piste pour les autres équipes qui vont venir contre le Nigeria. C'est vrai qu'il y a un bon travail, ils ont un bon dispositif en 5-4-1. Depuis qu'ils sont passés en 5-4-1, c'est-à-dire que leur défense à 3, plus leurs 2 latéraux, tout de suite, ça fait 5. Et les milieux de terrain qui font un très bon travail, il faut saluer, comme les autres l'ont dit, le travail de Lookman et puis de Moses. Quel genre de joueur, quelle générosité. Ils peuvent courir sur 40 mètres en aller-retour. Iwobi, Galvin, Onyeka au milieu de terrain. Moses et Lookman en 1 contre 1, ils sont redoutables. C'est-à-dire qu'ils viennent de défendre tout de suite. Dès que tu leur donnes le ballon, la transition offensive, tout de suite, ils vont provoquer. Et ils passent à tout moment. C'est vrai que vous saluez le travail de Oshimen, mais véritablement, ces deux-là, c'est des monstres. Et ils ont accepté cette fois-ci de se sacrifier pour ce Nigeria. Ce sont les moteurs de l'équipe du Nigeria. Deuxièmement, à l'intérieur, Iwobi et son complice Onyeka. Onyeka, lui, il est défensif. Iwobi, c'est le passeur. Il voit à gauche, c'est la lumière. Quand l'autre finit de récupérer le ballon, il lui donne un relais et lui ravitaille les autres. Donc, véritablement, le coach a mis une machine en place. Et depuis que cette machine, c'est-à-dire que cette machine a été mise en place à partir du match contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme s'ils avaient préparé ça bien avant. C'est au fur et à mesure qu'ils ont avancé contre la Côte d'Ivoire qu'ils ont mis cette machine en place. Et une fois que ça marchait, ils n'ont pas changé. Ils ont gardé, c'est ce que j'ai reproché à Kaba Diawara, pourquoi il voulait changer, arriver en quart de finale. Il devait garder sa même machine. Et là, le coach nigérien l'a compris. Il garde sa machine. Quand il veut faire un remplacement, il tient compte de la cohérence si le gars peut rentrer dans son système. Et ça, c'est vraiment important à ce niveau-là. C'est vrai, ils ont une bonne défense qui se regroupe, mais les Angolais ont fait une grosse erreur. Ils ont 3 attaquants. Il y a le capitaine Freddy, qui à chaque fois recherche les 3 attaquants. Mais 3 contre 5, ça peut faire quoi? Et au lieu de chercher la profondeur, on va trouver le pied de quelqu'un. Ça permet aux 5 de faire quoi? De se regrouper contre combien de joueurs? Combien qu'on a 3 attaquants. Donc ça fait qu'ils ne pouvaient pas créer la supériorité numérique. Voilà. Et en individuel, on ne les a pas retrouvés. Ni Gilberto aujourd'hui, ni le buteur Gelson Dalla. Voilà. On s'est demandé même s'ils étaient dans le match. Ils ont été transparents au cours du match parce que ça ne les a pas mis en lumière. Mais le retour des 4, que ce soit Iwobi, Onyeka et les 2, Moses et d'autres, ça permet de déstabiliser le porteur qui veut faire la passe. Donc c'est eux aussi qui ont réussi leur boulot. Véritablement bravo au coach et puis bravo à l'esprit du Nigeria parce que cette équipe-là,
montre qu'en Coupe d'Afrique, ce n'est pas le nombre de matchs joués en club, mais c'est celui qui vient se mettre au service de son équipe, du drapeau de son pays ou bien du maillot de son pays. Et là, ils sont en train de le démontrer. Je pense qu'ils ont encore de l'avenir et qu'ils soient ambitieux pour vouloir atteindre la finale. Une équipe ambitieuse du Nigeria, Magloire Diop. Un petit mot quand même sur cette équipe de l'Angola. Pedro Gonçalves n'a pas trouvé la panacée devant son compatriote José Peseiro. Oui, il n'a pas trouvé les solutions. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il n'a pas, comme le coach l'a dit, hein, il n'a pas trouvé vraiment la parade pour contourner. Bon, le coach, lui, il pense qu'il est convaincu qu'en passant dans l'axe, on peut avoir cette défense, mais moi, je pense qu'il fallait un peu plus insister sur le côté. Mais bon, les Angolais sur cette compétition-là n'ont pas montré vraiment de grandes vertus de défenseurs. De toute façon, c'était un choix. Soit ils attaquaient pour gagner les matchs, ou bien ils défendaient pour gagner les matchs, sachant que quand on les regarde avec une charnière très hésitante, bon, je pense qu'ils ont fait le meilleur choix d'attaquer. Mais aujourd'hui, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Moi, je pense qu'ils n'ont pas rougi. Cette équipe du Nigeria a tellement bien préparé son plan, et son plan a fonctionné à merveille. Il n'y a pas eu de couac. On vient, on défend, et puis on marque les premiers, on les attend derrière, et on se projette. Et ils ont failli, comme on appelle, vous avez vu, vers la fin du match, il y a Osimhen qui donne le tournis à la défense. Et puis bon, c'est un pied qui traînait là, qui a contrôlé le ballon. Ça aurait été carrément le deuxième but. Donc ça, c'est après même le but refusé pour des microns. Ça, normalement, c'est des buts qu'on doit accorder. Donc voilà un peu je pense que l'Angola n'a pas rougi. Ils ont fait un bon tournoi. Mais je suis vraiment, vraiment... mon grand souhait, c'est de voir ce match retour Côte d'Ivoire-Nigeria. On l'espère. Il faut que... Mon grand souhait. Il faut parce que les deux équipes arrivent là, je pense que c'est dommage. Hein? Bon, comme on va parler de la Côte d'Ivoire... Oui, on reviendra donc à cette équipe de Côte d'Ivoire. Le Nigeria donc, qui accède en demi-finale. Et Samassi Aboudraman et Lenny nous font bien sûr le plaisir de nous rapporter la réaction des supporters nigérians après donc, cette qualification. Je dis toujours au commencement des compétitions là que coupe là, c'est fait pour Nigeria. On vient ici, on prend, on s'en va. On est en demi-finale. On s'en va jusqu'à la finale. N'importe l'homme qui vient là, on gagne. I like the player. Respect Osimhen. I like Osimhen. 1-0 is a score. We win 1-0 and we win. I accept the winning because the game that they play tonight, I'm so happy about it. I'm very, very glad about the game. Je suis très, très contente. Je suis contente, je suis à l'aise dans mon coin de autre chose. Parce qu'il m'attendait à ça même. Il a marché depuis jusqu'à ici. Donc je suis contente. Et ma maison est la victoire. L'Angola a fait un très beau match. Mais c'est qu'au départ, on n'a pas eu confiance et tout. On a préféré mettre 2 à 3 joueurs sur Osimhen. C'est ce qui a créé le problème. Mais quand on a compris que Osimhen, c'est un seul défenseur qui devait attaquer Osimhen, le Niger a eu tous les problèmes. Finalement, Osimhen, il est sorti. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas besoin de trop en faire. 1-0, c'est score des grands. On a refusé le deuxième but, mais ce n'est pas grave. Le travail continue. J'ai assisté à un match très passionnant, riche en émotions. J'ai été évidemment un fervent supporter des Green Eagles. Je suis du continent et le Nigeria, c'est notre voisin. Il était tout à fait normal que je sois à leur côté, que je leur apporte tout mon support. Et je suis ravi de leur qualification pour les demi-finales. On est en joie. L'équipe a montré que elle est là. Les supporters aussi sont là. On est là, on les soutient jusqu'au bout. La coupe jusqu'à Surulere. Bon, si vous êtes fatigué, vous pouvez jouer, hein. Mais nous, on est là. Le Nigeria a très bien joué. Voilà. Nous sommes fiers. On a gagné, on se sent heureux, on se sent bon, on se sent bien, en bonne santé. J'espère que nous allons jusqu'à la finale.
Je suis très content parce qu'on était peur quand le match a commencé. Mais grâce à Dieu, quand on s'aimait, il a donné passe à Ademola, on sait que ça a marqué. Je suis très content maintenant. Je suis content pour le match, je suis content, ça s'est bien passé. On a souhaité que le meilleur gagne et puis Dieu a fait grâce en tout qu'on a gagné. Je dis alhamdoulilah, Dieu merci. Quand on sort au final, parce que c'est déjà su, on sort au final, Dieu merci. Je suis mal content même, je suis trop content, On a saisi les opportunités quand il le fallait, on a mis 2 buts, bon, malheureusement l'un des buts a été refusé. Et je pense qu'on va arriver en finale et bon, ça sera une très belle fête. Le Nigeria vient de lancer un signal fort à son adversaire de la demi-finale. C'est une équipe très bien organisée qui est menée par ce grand homme que nous connaissons, Osimhen. Donc on sait tous que ce monsieur sera le meilleur joueur du tournoi. Voilà donc cette équipe du Nigeria qui a mis de la joie dans le cœur des supporters dans les rues d'Abidjan. Magloire Diop parlait tout à l'heure des éléphants de Côte d'Ivoire sur le remake de cette deuxième journée de la poule A. Mais pour ce faire, il faudra que les deux équipes arrivent bien sûr en finale. Et les éléphants, après donc leur qualification héroïque pour les quarts de finale en sortant le tenant du titre à Yamoussoukro, sont arrivés dans la capitale du Béquet pour y rencontrer les aigles maliens ce samedi, donc sous le coup de 17 h, nous dit Aude Alébé. Les autorités administratives, politiques et la population du Béquet ont accueilli avec tous les honneurs le cortège des éléphants. Du corridor en passant par les grandes artères de la ville, les éléphants ont eu droit à un bain de foule et une escorte de moto. Je les félicite. Ensuite, je les encourage. Je leur dis que grâce à notre capitaine Amadou Koné des transports, tout Boaké est debout. Il aura joué. Il aura nous donné la paix du cœur. On se marre 4-0. Mouillez le maillot pour la nation. On compte vous. Le pays compte vous. Moi là, j'ai ici. Je ne peux pas avoir des gourmets, les éléphants. C'est Boaké qui est debout. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se déplace pour le match. Ils n'ont qu'à arrêter Malin. On ne veut pas de boucan sur le terrain. Mouillez le maillot pour nous faire plaisir, les éléphants. On est avec vous. Jusqu'à Las Caras. Éléphant un jour, éléphant toujours. Après cette liesse populaire, Faye Emers et ses poulains ont ensuite rejoint le village Cannes qui leur servira de base. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Voilà donc Gianni Tarek, on a vu les éléphants qui ont rallié la ville de Boaké par la route. Et cette ferveur populaire, elle va compter dans ce match décisif pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, après à Yamoussoukro, les éléphants vont à Boaké. Ils vont être soutenus par la population de Boaké. Le stade va être rempli, 40 000. C'est un revenant à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je ne crois pas que le Mali peut l'arrêter aujourd'hui parce qu'en plus, elle a les ressources humaines, elle a les qualités de joueur. Je crois que ça sera un match très dur pour la Côte d'Ivoire, mais à la fin, elle peut le remporter, Inch'Allah. Cette équipe de Boaké, cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui s'est entraînée déjà pour se mettre en condition. On a vu les entraînements à Yamoussoukro, au lycée scientifique. Là, on arrive à Boaké automatiquement, on chausse les crampons pour s'habituer à cette atmosphère. Boaké, une ville de football, les éléphants sont comme dans leur jardin. Oui, surtout s'acclimater, c'est important parce que, comme je l'ai dit précédemment, le temps d'Abidjan n'est pas celui de Boaké. Là-bas, ils sont soit à Martin. De deux, il faut déjà prendre les repères par rapport à certains dispositifs parce que c'est le seul entraînement qu'ils peuvent avoir. Et ils ont joué la dernière fois et ils ont récupéré. Aujourd'hui, quand même, il va falloir vraiment travailler tactiquement et puis véritablement profiter de Boaké pour pouvoir corriger certaines choses. Mais pour dire vrai, comme je le dis toujours, c'est un derby. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et si on prend les mêmes ingrédients qu'on a proposés contre le Sénégal, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer. Sauf si on n'a pas la chance avec nous. Il
faut donc rester concentré, sérieux. Et l'ex-international ivoirien Cissé Sékou a une idée de comment réagir face aux Aigles du Mali. Côte d'Ivoire-Mali, ça reste une belle affiche pour moi parce que c'est deux équipes qui se connaissent plus ou moins. Voilà, des Maliens qui ont aussi des Ivoiriens dans leur effectif formés au Mali, qui se connaissent pratiquement depuis un moment. Et des Ivoiriens aussi qui, je veux dire, pas tous, qui se connaissent aussi, mais pas tous. On a aussi, je veux dire, des individualités, mais collectivement, on a montré ça lors d'un seul match contre le Sénégal. Je pense que pour gagner ce match, il faut être ensemble. Voilà, parce que ça n'a pas été un match facile. On a une très belle équipe du Mali qui se connaît, je veux dire, qui se connaît pratiquement depuis tout petit. Donc il y a beaucoup d'automatisme. Et voilà, ça va être aussi un match physique très engagé. On doit être prêt sur tous les plans. Je pense que pour aborder cette rencontre, c'est avec beaucoup de sérieux, être discipliné, surtout tactiquement. Les détails vont beaucoup compter. Il faut aussi faire attention sur des fautes, par exemple, qui ne seront pas utiles. Voilà, et puis bon, les fautes des mains aussi dans les surfaces de réparation. Donc pour moi, l'aspect le plus important, c'est de rester surtout très concentré. Quand j'analyse un peu, on n'est pas très loin d'une demi-finale. Voilà, je pense que c'est un match voilà, comme tous les autres matchs. Hein. S'il y a l'envie, s'il y a la détermination, je pense qu'on pourra aller en demi-finale. Et surtout, corriger notre entame du match. Face au Sénégal, c'était moyen. Voilà, on a mal débuté la rencontre. Et le but sénégalais aussi est venu aussi de site. Donc pour moi, il faut rester concentré les 20 premières minutes. Je pense que la Côte va l'emporter 1-0 pendant la prolongation. Merci donc Roma Seri qui nous rapporte les propos de Cissé Sékou. Magloire Diop, le Mali qui arrive avec une certaine fraîcheur physique, hein, eux qui n'ont pas disputé la prolongation et une séance de tir au but. Vous pensez que ça peut jouer dans ce quart de finale? Heureusement d'ailleurs pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai le sentiment que... Mais pourquoi pour tous les pays, on parle ils ont les automatismes? Et puis on ne dit pas la même chose pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais entendu un seul observateur dire on sent dans cette équipe de Côte d'Ivoire les automatismes sont en place. Ça veut dire qu'on a passé 1 an et demi à ne rien faire. Mais pendant 1 an et demi, on n'a pas trouvé d'équipe. Okay. On n'a pas mis les automatismes en place. C'est ça le grand problème. Même quand vous prenez cette CAN, on a l'impression qu'on est en train de chercher une équipe encore. À chaque match, il y a des bouleversements. 4 matchs, 4 combinaisons en défense, 4 combinaisons en attaque. Là, même le dernier match, le milieu de terrain qui était stable a été... Mais là, sur ce match face au Mali... Oui, mais la prolongation contre le Sénégal nous a un peu donné une idée sur ce qu'on peut corriger. En tout cas, il y a eu des acquis sur ce match contre le Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit c'est un mal pour un bien. Parce que cette équipe-là, elle a besoin de jouer un peu longtemps ensemble. Ce qui s'est passé face au Sénégal. Donc, moi, j'estime que ça a été une bonne chose d'avoir disputé cette prolongation-là qui nous a permis de savoir ceux qui peuvent jouer véritablement ensemble dans ce tournoi. Ça a permis, par exemple, de voir, comment on appelle, en tout cas ce match-là sur sa longueur, a permis de se rassurer un peu sur l'état de Nicolas Pepe. Voilà, donc moi, je ne pense pas qu'il aura un problème de fraîcheur. Je pense simplement que, bizarrement, si c'est Sékou, il fait le même pronostic que moi. Parce que moi, je pense que c'est un match qui ira jusqu'aux prolongations avec un but des Magloire, pensez à ceux qui ont des soucis de cœur. Je pense que là, c'est un match qui est interdit aux cardiaques. Hein. Tous les cardiaques ce sera un match, doivent s'abstenir derrière ce match. Ce sera un match avec un score étriqué. Oui, 1-0 pour les éléphants pendant la prolongation. Parce que je pense que les deux équipes ne sont pas très contents, les Ivoiriens, en vous écoutant. Voilà, maintenant, autre chose. La façon dont on fait asseoir certains joueurs, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire la même chose pour Sékou Fofana? Pour qu'on puisse vérifier quelque chose aussi. C'est une question. Voilà, parce qu'on a déjà vérifié au niveau de
comment on appelle, Franck Kessié. Ibrahim Sangaré. Il faut bien qu'on vérifie aussi. D'accord. Du côté de comment on appelle, on a vu quand même que l'équipe a bien tourné sans lui quand il est sorti. Pourquoi forcément, j'ai l'impression qu'il a un statut à la Naby Keïta, quoi. D'accord. Voilà, d'intouchable. Ok, on vous a bien compris. On verra donc si Faye Mers a le même avis sur la question. En conférence de presse, nous rapporte Aude Alégbé, le sélectionneur malien Eric Schell et le sélectionneur ivoirien Faye Mers ont donc répondu aux questions des journalistes présents à Bouaké. On a hâte de jouer. Voilà, aujourd'hui, et encore une fois, il n'y a plus de pression à avoir, il y a beaucoup de plaisir à prendre dans un grand match de grand niveau, dans un grand stade. C'est un match à élimination directe. Maintenant, il est important aussi, parce qu'il y a une symbolique autour de ce match. Il y a un match entre deux pays frères, dans un lieu dont le nom est le Stade de la Paix. C'est pas un joueur, c'est pas un secteur qui fait qu'on en est là. C'est un groupe qui a travaillé, un groupe même que je vais qualifier d'élargi, parce que ce qui fait la différence, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là et qui nous soutiennent, et ceux qui commencent sur le banc et qui soutiennent leurs coéquipiers. Donc la qualification contre le tenant du titre, au tir au but, après avoir été mené, nous a fait beaucoup de bien, nous a redonné un peu de morale. Donc on aborde ce match avec de la confiance, en sachant que ça va être un match encore difficile, parce que cette équipe malienne est une très très bonne équipe, qui sait jouer au foot, qui a des milieux avec vraiment beaucoup de qualité et qui va nous poser des problèmes. Donc ça va être un match difficile, mais on va se préparer pour tenir la dragée haute et se qualifier pour les demi-finales. Ce qu'on avait fait jusque-là, c'était pas digne de la Côte d'Ivoire. Donc non, j'ai juste eu les mots pour leur faire prendre conscience que c'était des très très bons joueurs, et que si on devenait une très bonne équipe, on pouvait éliminer n'importe quelle équipe. Le message que j'essaie de faire passer aux joueurs, c'est que à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Il y a 27 joueurs. Et le plus important, c'est que les 27 joueurs soient dans un état d'esprit positif. Et malgré la déception d'être dans la tribune ou d'être sur le banc, il faut passer au-delà de la déception pour apporter un truc au groupe, même quand on est dans la tribune. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. On a donc écouté les deux sélectionneurs, Jani Tarek pour cette équipe du Mali, qui a véritablement une équipe joueuse avec des jeunes issus du centre de formation Jama Guillou, force et faiblesse des aigles du Mali. Oui, les forces de Mali, ils ont un milieu de terrain qui joue en mouvement, qui joue entre les lignes comme Seydou, comme Kamori. Ils ont une attaque très rapide, ils évoluent en 4-4-2. Sinayoko et Adama, c'est des joueurs costauds, mais leur faiblesse, c'est le côté droit, côté Amari. Amari, ils le montent beaucoup, ils sont dos toujours, il y a de l'espace. On a vu que le match de la Tunisie contre le Mali, la Tunisie a combiné plus que 7-8 fois sur le côté droit, côté Amari. Si la Côte d'Ivoire, elle profite de ça, elle peut faire la différence. Magoula Diop, en 30 secondes, une attaque ivoirienne, comment est-ce que vous la sentez? L'attaque ivoirienne, je ne sais pas. Franchement, sans Sébastien Haller, pour moi, c'est une attaque sans repère. Hein. Voilà, sans Sébastien Haller. On commence donc avec Sébastien Haller. Non, on ne peut pas commencer avec Sébastien Haller, il est sur un pied. On ne peut pas jouer avec un handicapé. Il faut jouer avec quelqu'un qui est en pleine possession. Vous l'avez vu la dernière fois, le coach même a dit que c'est comme un lion mort. Mais il dit qu'il le préfère par rapport à un agneau. Ça veut dire que Sébastien Haller n'est pas actuellement au mieux de sa forme. Au mieux de en pleine position de sa capacité physique. Moi, je pense que ce n'est pas le genre de match pour lui. Peut-être que si ça ne va pas du tout, on peut le faire rentrer pour jouer peut-être 10 minutes et puis forcer sur une action. Mais on ne peut pas le titulariser sur ce match-là. Donc, vraiment, l'attaque ivoirienne, là, je sais vraiment pas. Je sais pas. Vous êtes débutatif, voilà, on va se fier à ce que Faye Mers va aligner. Moi, mon souci, c'est
il faut qu'on ne prenne pas de but. D'accord. Mon souci, c'est la défense. Okay. On doit tenir. Tant qu'on tient en défense, ça peut aller. Rigo Gervais, le milieu de terrain ivoirien a très bien fonctionné avec Série. On prend les mêmes et on recommence ou on y apporte des changements rapidement, 30 secondes. Non, c'est l'animation qui va à la chose. Moi, j'ai dit des histoires des systèmes. Si tu ne sais pas animer, c'est pas la peine. Le Mali a un losange, il faut calculer le losange parce qu'à chaque fois que les équipes les ont bloqués à l'intérieur, comme il le disait, la Tunisie l'a bloqué à l'intérieur. Quand ils ont maximisé les duels à l'intérieur, ils ont été éteints parce que ces joueurs-là, ces jeunes-là, ils n'aiment pas évoluer en duel. Ils aiment qu'on leur laisse le ballon et qu'ils chose. Mais une fois que tu arrives à les agripper en duel, ils sont dans la nasse. Merci à vous, Gianni. Merci à vous, Magloire Diop. Merci, Rigo Gervais. Ce samedi, donc, sous le coup de 15h45 sur RTI2, vous aurez le documentaire exclusif en immersion pour la construction, bien sûr, de ces infrastructures sportives qui ont accompagné la 34e édition de la CAN. Soir de CAN a été l'affaire à la réalisation de Jacques Brou et Vamoussa Touré, sans oublier, bien sûr, le chef d'édition, M. Salif Ouattara, et l'ensemble du service des sports. Charlie Mérinos, commentateur CAF également, qui nous a suivis. Nous, on se donne rendez-vous ce samedi à la même heure sur RTI2 pour encore débriefer les 2 derniers quarts qui vont sanctionner cette CAN 2023. À très bientôt. bientôt.